Je pense en particulier à Facebook, Google, Samsung, DeepMind. Je remercie pour leur confiance parce qu'ils ont permis de fertiliser cet écosystème. Et c'est à cette excellence que nous devons les annonces d'implantation de ce jour, les centres de recherche de Samsung, Fujitsu, IBM, DeepMind, venant rejoindre ceux de Google ou Facebook, vont contribuer à créer en France un maillage de compétences, de laboratoires, d'expérimentation au meilleur niveau mondial, ce qui est un atout formidable. Salut Romain. Salut. Tu nous as transmis un rapport très fourni sur les raisons de ta démission d'un poste prestigieux en data science. On entend partout qu'un data scientist exerce le métier le plus sexy du XXIe siècle. Tu peux nous expliquer pourquoi ? C'est vrai qu'il y a eu un véritable essor de ces nouvelles disciplines que sont les data science, l'intelligence artificielle, le big data au cours de ces dernières années, tout simplement parce que c'est devenu techniquement possible grâce à l'accélération en matière de calcul informatique et de stockage d'informations. Donc il y a un nouveau langage très marketing qui s'est instauré au fur et à mesure. On parle beaucoup du data scientist qui est l'expert de la donnée, de l'intelligence artificielle dès lors qu'il y a automatisation d'une forme de prise de décision. Pourtant, ce n'est pas des choses qui sont radicalement nouvelles, c'est des choses qui ont été théorisées il y a 40-50 ans. Mais c'est vrai que là, ces dernières années, il y a un véritable effet de mode, notamment chez les jeunes ingénieurs. Tu as passé 3 ans à travailler comme data scientist pour le cabinet de conseil SIA Partners. Malgré un début de carrière très prometteur, tu as décidé de démissionner. Tu peux nous expliquer pourquoi et quel bilan en tires-tu ? En sortie d'école d'ingénieur, j'ai décidé, j'ai essayé de mettre mes connaissances scientifiques au service de l'intérêt général. C'était à la fois un succès et un échec, parce que dans un premier temps, après quelques mois dans le secteur de l'énergie, j'ai réussi à être en charge des missions de data science dans le secteur public, et techniquement, c'était hyper satisfaisant. Mais c'était aussi un échec, parce que j'ai vite réalisé que l'impact de mes missions serait au mieux largement insuffisant pour améliorer le service public. Au pire, préparer le terrain à des coupes budgétaires. Donc, suite à quoi j'ai dressé un petit bilan de l'impact des data science sur la société que j'expose dans le rapport en matière de qualité de vie, d'environnement et en termes de démocratie et liberté. Et c'était assez déplorable, donc j'ai décidé de quitter le navire. En quelques décennies, le numérique a pris une place centrale dans nos vies personnelles, professionnelles. Comment ça s'illustre dans le monde du travail ? Il faut voir que c'est devenu un quasi-impératif pour les entreprises de maîtriser les derniers outils du numérique, l'intelligence artificielle, de montrer qu'elles ont un agent conversationnel, qu'elles ont une infrastructure cloud, ce genre de choses. On est vraiment sur une question d'image pour rassurer les clients, les investisseurs, voire même sa propre hiérarchie. Et les cabinets de conseil là-dedans jouent un véritable rôle de catalyseur et en tirent des bénéfices assez fructueux. Donc ouais, il y a vraiment un effet d'auto-entraînement, une autoconviction au mythe de la machine, des algorithmes qui viendraient nous délivrer de notre travail alors qu'ils nous asservissent tous les jours un petit peu plus. Et qu'est-ce que tu entends par la mainmise des GAFAM ? Les multinationales de la tech, plus largement, se sont emparées de l'écosystème informatique en 4 temps. D'abord de tous les services qui sont massivement utilisés par des milliards de gens, en prenant possession des données des utilisateurs, en prenant possession des infrastructures sur lesquelles reposent ces services, et puis plus récemment de l'état de l'art de la recherche, notamment en intelligence artificielle, en y attribuant des budgets complètement inégalables. À quelle logique répond l'engouement pour la technologie ? Vraiment une dynamique, une logique libérale classique, c'est-à-dire c'est devenu techniquement possible de le faire, ça rapporte énormément d'argent, et en plus ça consolide les structures de pouvoir en place. Donc on y va vraiment sans hésiter. Et qui sont les premiers bénéficiaires ? Dans les premiers bénéficiaires, on trouve évidemment les multinationales de la tech, on trouve le secteur banque-assurance, et puis on trouve aussi le marketing et la pub qui investissent très, très fortement dans l'intelligence artificielle, et c'est d'ailleurs là qu'on va trouver énormément d'offres d'emploi pour les jeunes data scientists. Tu constates que l'éloge du progrès technologique précède la réflexion sur les usages. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus ? Dans les États comme la France, il y a eu une inquiétude grandissante quant à la souveraineté numérique en face des géants américains et chinois. Et c'est pourquoi on s'est empressé, dès le début des années 2010, à essayer de rattraper notre retard en matière d'intelligence artificielle en mettant au pas l'éducation supérieure et la recherche, sans vraiment se poser la question des champs d'application. C'est vraiment sur le tard, en 2017,
2018 à peu près qu'on a commencé à se poser les questions des usages et à quoi ça pourrait bien nous servir. Et donc, quels sont les champs d'application pour l'État français? Le rapport Villani de 2018, il fait état de 4 champs d'application. 2 champs qui traitent un petit peu de la souveraineté de l'État, qui sont la défense et les transports. Le troisième qui est très mis en avant, c'est la santé, qui sert souvent de caution à tous les progrès technologiques. C'est vrai qu'avec les dernières avancées en intelligence artificielle, on peut établir des diagnostics qui permettent aux plus aisés de mieux vivre un petit peu plus longtemps, mais c'est souvent des budgets qui y sont consacrés, qui sont amputés au budget de santé publique. Et on voit que même en 2020, pendant une pandémie, on continue de supprimer des moyens et des lits. Donc c'est pas forcément quelque chose qui est toujours très philanthropique, hein. On se souvient de Microsoft qui depuis 2019 héberge les données de santé en France, malgré toutes les alertes qu'a pu soulever la CNIL. On entend souvent que l'IA est dématérialisée. Tu es d'accord? Alors, on dit souvent que l'IA, l'intelligence artificielle, le numérique sont des choses complètement dématérialisées. C'est une jolie fable sur laquelle repose toute une partie du modèle économique occidental. Pour resituer le débat, la consommation de papier, par exemple, continue d'augmenter d'1% par an dans le monde, et en France, c'est à peu près 3%. Et puis, le numérique, il faut se rappeler que c'est aussi plus d'1 million de kilomètres de câbles sous les océans, des centaines de millions de serveurs et de data centers un petit peu partout à la surface du globe. Donc, on est sur des choses qui sont on ne peut plus matérielles. L'IA est pourtant présentée comme un levier pour résoudre la crise écologique. Qu'en penses-tu? D'ailleurs, l'environnement, c'est le 4e axe du rapport Villani de 2018. Donc là, on ne sait plus vraiment s'il faut rire ou pleurer de ce genre de choses. On pourrait dire quelques mots de l'industrie du numérique. C'est d'abord un bilan énergétique énorme. C'est 4% des émissions de CO2 actuellement. Ça pourrait être amené à doubler d'ici 2030 si on ne fait rien. C'est l'extraction massive de terres rares, de métaux, d'éléments chimiques en tout genre, jusqu'à l'épuisement et sans considération aucune pour les écosystèmes ou sans considération sociale. D'ailleurs, c'est des dizaines de milliers d'enfants qui continuent à travailler dans les mines de cobalt. Et puis, aussi toutes les pseudo-solutions à base d'intelligence artificielle qui viendraient nous sauver, comme je sais pas, une agriculture 4.0, des bilans énergétiques plus performants, ou même une optimisation des chaînes d'approvisionnement. Au mieux, elles sont insuffisantes. Au pire, elles sont aggravantes en fait, parce qu'elles traitent tout le temps en surface des causes, mais jamais en surface des conséquences, mais jamais des causes de la crise écologique. Et donc, qu'est-ce que le data for good? Est-ce que le reste serait du data for bad? On parle beaucoup de data for good, de for good en général ces dernières années. Moi, dans mon entreprise, c'était le consulting for good. Il y a un vrai problème de dissonance cognitive chez beaucoup de jeunes diplômés, de jeunes ingénieurs notamment. Donc il y a vraiment une tendance à se réapproprier positivement les choses, la technique. Par contre, c'est des choses qui restent pas rentables, donc dans lesquelles on investit très peu, et donc qui restent vraiment minoritaires. Par contre, on les met beaucoup en avant parce que c'est une belle caution de tout le reste. Tu mentionnes un tournant dans la fonction sociale de l'IA. Avec l'IA, on a assisté à un vrai tournant des technologies de l'information dans leur rôle social et sociétal. On est passé de quelque chose de très consultatif, d'aide à la décision, à quelque chose de plus en plus incitatif avec l'omniprésence d'algorithmes de personnalisation, de suggestion, de recommandation. Et plus récemment, on est passé à des modes carrément injonctifs avec des algorithmes qui peuvent dicter la marche à suivre dans certains entrepôts comme Amazon. Et là, on arrive aussi à des modes coercitifs avec même des États dits démocratiques comme la France qui installent des outils de surveillance de masse, de reconnaissance faciale, ce genre de choses. Alors que dans le même temps, on pourrait utiliser ces techniques d'intelligence artificielle ou autres au service de la démocratie, comme l'occasion était présente pour l'analyse des données du grand débat à laquelle j'ai pris part. Mais dans ces cas-là, on se contente de mandater un cabinet de conseil sans appel d'offres et de rédiger une petite synthèse et de refermer la boîte de Pandore. Qu'est-ce que tu suggères pour combattre cette aliénation et comment vois-tu le rôle des ingénieurs? Il y a des choses auxquelles il faut pallier de façon assez cruciale. D'abord, un enseignement critique de la technique qui est quasiment pas dispensé en école d'ingénieur ou dans les cursus scientifiques. On a très peu de sociologie, de philosophie, d'histoire, d'anthropologie des sciences. Donc il faudrait y remédier. Il faudrait aussi former beaucoup plus à des techniques douces et démocratiques dans le sens où elles sont appropriables par le plus grand nombre.
Et quelles sont tes perspectives depuis ta démission? Mon combat, c'est de remettre de la politique dans le monde technoscientifique, en combattant notamment les fausses solutions, toutes les solutions qu'on peut imaginer à base d'intelligence artificielle ou autre. Et c'est aussi de participer à l'émergence de nouveaux contre-pouvoirs en consolidant les réseaux d'entraide entre militants, activistes, médias indépendants. Merci Romain. Merci et sache que tu n'es pas seul. Merci à vous.